Après ces éléments qui constituent un portrait donc, de la psychologie de ces adolescents, jeunes adultes qui vivent avec ces vulnérabilités, nous allons maintenant essayer de nous interroger sur qui ils sont, combien sont-ils, comment vivent-ils. Et je vais inviter le docteur Rémi Lefrançois, qui est infectiologue et épidémiologiste à Santé publique France, à venir s'installer, je vous en prie, au public. Vous allez partager avec nous des données épidémiologiques sur les 14-25 ans qui vivent avec le VIH, avec l'hépatite B et la drépanocytose en Île-de-France. Alors je vais tout de même signaler que c'est une commande spéciale. Ce sont des données qui sont très difficiles à obtenir, à partager, à travailler aussi, à synthétiser. Et vous avez des éléments à partager avec nous pour savoir qui sont ces jeunes dans ces vulnérabilités, ces maladies. Je vous en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, donc, je suis le docteur Rémi Lefrançois, je suis infectiologue antérieurement attaché à l'hôpital de Saint-Denis et actuellement détaché à la cellule régionale d'épidémiologie de Santé publique France à l'Agence régionale de santé Île-de-France. Je suis chargé de la thématique VIH et tuberculose. Alors il n'est pas évident effectivement de vous parler de maladies chroniques et il a fallu choisir de se focaliser sur 3 maladies particulières qui sont suivies par l'association, en l'occurrence la drépanocytose, le VIH et l'hépatite B, en espérant ne pas être trop roboratif. On va rentrer dans des choses qui sont un peu plus concrètes ou en tout cas plus quantitatives. Alors, tout d'abord, effectivement, pas évident d'effectuer une épidémiologie de ces 3 maladies qui, à première vue, ne sont pas toutes comparables. Si l'hépatite B et le VIH sont des maladies infectieuses, la drépanocytose est une maladie génétique qui n'a pas grand-chose à voir à première vue. Pourtant, ces 20 à 30 dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans la prise en charge de ces 3 maladies, qui sont devenues maintenant des maladies toutes les 3 d'évolution plutôt chronique, et pour lequel l'enjeu du diagnostic, du dépistage initial et ensuite du maintien dans une filière de suivi thérapeutique permet de réduire le pronostic, d'améliorer le pronostic à long terme. Par ailleurs, l'épidémiologie de cette classe d'âge nécessite de se focaliser, comme l'a dit Daniel, sur une classe d'âge qui est à cheval sur la fin de l'âge de l'enfance, l'adolescence et les premières années de la vie adulte, avec toutes les particularités de cette période, à savoir une fragilité affective, une recherche d'autonomie ou encore la question de la sexualité. Par ailleurs, la prise en charge hospitalière, en tout cas en France, est segmentée entre un suivi pédiatrique qui s'arrête théoriquement à 16 ans et ensuite un suivi adulte. Je vais donc tenter, avec les données disponibles, car c'est souvent ça le challenge, c'est d'utiliser les données qui sont accessibles, que ce soit des données de surveillance, des systèmes de surveillance, ou alors des données de la littérature scientifique. Je vais donc tenter d'effectuer une épidémiologie à la fois quantitative et qualitative, d'essayer de comparer ce qui est comparable, en utilisant encore une fois les données qui sont disponibles. Alors, les sources de données disponibles. En épidémiologie, il faut faire avec ce qu'on a. On a souvent des données d'incidence qui sont en fait des données qui permettent de connaître les nouveaux cas diagnostiqués ou dépistés, et des données de prévalence qui sont plutôt des données qui permettent de décrire le nombre de cas vivant avec une maladie donnée et les caractéristiques de la population qui vit avec cette maladie. Concernant la drépanocytose, le VIH, alors pour le VIH et l'hépatite B, Santé publique France suit attentivement les nouveaux cas diagnostiqués ou dépistés, et c'est la déclaration obligatoire que chaque clinicien ou biologiste est censé effectuer. Pour la drépanocytose, il existe un système robuste depuis 1972 qui sont les données du dépistage néonatal et qui permettent d'avoir une idée du nombre de personnes qui vivent avec un syndrome drépanocytaire majeur en France. Concernant les données de prévalence, celles-ci sont plus aléatoires. Il existe pour la drépanocytose un registre national, une banque de données des maladies rares.
Je parle trop fort? Alors, je peux parler sans micro, peut-être, en fait. Non? Ah oui, d'accord. Mais parlez pas trop près du micro. D'accord. Donc, j'en étais aux données de prévalence. Concernant la drépanocytose, il existe une banque de données des maladies rares qui est amendée par les centres, les services et les centres nationaux ou régionaux de référence de la drépanocytose. Alors que pour le VIH et l'hépatite B, existent les COREVI, qui sont des centres de coordination qui ont des données sur les files actives. Enfin, il est possible de questionner les données du système national des données de santé, qui sont les données de l'ALD, les remboursements de traitements spécifiques. Alors pour le VIH et l'hépatite B, c'est un peu plus simple. Pour la drépanocytose, il n'existe pas vraiment de traitement très spécifique de cette maladie. Enfin, il est aussi possible d'interroger la base de données PMSI, qui sont les bases de données des codages hospitaliers. Alors rapidement, je vous fais l'injure de rappeler ce qu'est la drépanocytose. C'est une maladie génétique autosomique récessive qui est liée à la présence d'une hémoglobine anormale dans le sang. Elle est due à une mutation ponctuelle sur le gène codant pour la bêta-globuline qui est située sur le chromosome 11, qui entraîne une structure modifiée de l'hémoglobine en forme de faucille, comme il est possible de le voir sur cette image, des hématies normales et des hématies en faucille qui vont former des polymères et qui vont, dans certaines circonstances, précipiter dans la circulation sanguine et être à l'origine de la plupart des complications qu'entraîne cette maladie. On peut dire qu'il y a plusieurs types de drépanocytose en fonction des anomalies du gène codant, puisqu'il peut y avoir plusieurs anomalies possibles, que ce soit l'HBS, et dans ce cas-là, on parle d'homozygote SS, mais il peut y avoir des hétérozygotes composites avec d'autres formes d'anomalies de la bêta-globuline, dont des formes entre hétérozygotes S bêta-thalassémiques. Alors, les données du dépistage néonatal. Donc, depuis 1972, existe en France un dépistage néonatal qui concerne 13 maladies, qui est coordonné par les CHU et par l'ARS. Pour la drépanocytose, il y a un suivi exhaustif et précis qui est parfaitement accessible et qui montre, en fait, ces dernières années, une augmentation du nombre d'enfants dépistés avec un syndrome drépanocytaire majeur à la naissance. Le nombre approximatif est de 557, pas approximatif, précis, en 2020, est de 557, soit une naissance sur 1323, sachant que ce dépistage est encore ciblé et qu'il est en passe de ne plus être ciblé dans les années qui viennent. Et cette incidence a largement augmenté sur les 20 dernières années, passant d'environ 400 naissances à maintenant plus de 550. C'est donc la seule maladie génétique qui augmente à ce rythme et dont l'incidence augmente constamment. Si on se réfère à ces données, on peut approximativement extrapoler ou en tout cas estimer l'effectif des 14-25 ans vivant avec la drépanocytose en France. Ce sont les enfants qui sont nés entre 1998 et 2009. On peut estimer cette population à environ 4100 à 4200, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas eu d'événements de morbimortalité entre leur naissance et aujourd'hui. Juste un point, Rémi-François, ce sont des chiffres sur l'Île-de-France ou nationaux? Non, là, ce sont des chiffres nationaux et toute la difficulté, c'est effectivement d'ensuite pouvoir estimer les chiffres de l'Île-de-France, qui ne sont pas forcément accessibles facilement. Alors, à ces données du dépistage d'enfants naissant en France avec la drépanocytose, il faut ajouter l'apport lié à la migration. Il n'y a pas de données précises, spécifiques, qui permettent de recenser les personnes nées à l'étranger qui viennent avec un syndrome drépanocytaire majeur. Alors j'ai rappelé la carte de la prévalence mondiale de l'HBS. Il se trouve que cette prévalence est plus élevée, bien sûr, en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, dont sont originaires beaucoup de migrants qui viennent en France. Et donc, il est possible d'avoir une
une estimation du nombre de personnes suivies en France issues de l'étranger venant avec la drépanocytose, si l'on se réfère notamment à des publications d'équipes cliniques, et notamment dans cette situation, je me suis référé à une publication de Vasco Oncel, interniste antérieurement à l'hôpital Pompidou, qui, avec son équipe, ont publié une étude en 2019 qui recensait qu'environ 45% de la file active de l'hôpital Pompidou était constituée par des personnes qui étaient nées en Afrique, avec un âge médian d'arrivée d'environ 18 ans, et un écart interquartile entre 13 et 23%, ce qui veut dire qu'en fait, à 13 ans, 25% des personnes sont arrivées, 50% arrivent entre 13 et 23 ans, et ensuite 25% arrivent au-delà de 23 ans. Ce qui veut dire que dans la tranche d'âge qui nous intéresse aujourd'hui, 75% des personnes migrantes qui viennent en France avec la drépanocytose arrivent à peu près dans cette tranche d'âge. Soit avant, soit pendant, pour 50%. Voilà, et que cette part est probablement plus importante. Là aussi, c'est assez délicat de l'estimer, mais la part des personnes migrantes avec la drépanocytose ou issues de l'étranger est probablement plus importante en Île-de-France que dans d'autres régions françaises. Alors, cette étude aussi nous permettait de dresser un profil sur ces patients issus d'Afrique en particulier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ces patients peuvent avoir une antériorité de suivi à l'étranger peut-être moins bonne qu'en France, peut-être une sévérité, on peut se poser la question, la sévérité de la maladie lorsqu'ils sont encore à l'étranger. Il se trouve que cette étude a comparé les patients nés en France avec les patients issus de l'étranger. Et contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, c'est que cette population faisait l'objet de moins de complications aiguës, en tout cas moins de syndrome thoracique. L'équipe clinique expliquant cette moindre sévérité, probablement par un biais de sélection. Malheureusement, il est probable que les patients drépanocytaires qui arrivent en France lorsqu'ils sont en fin d'enfance ou à l'adolescence sont en fait ceux qui ont survécu les formes les plus sévères, décédant probablement avant le parcours de la migration. Il faut aussi questionner la mortalité incidente, c'est-à-dire la mortalité qui caractérise la population de patients drépanocytaires en France. Alors, l'on sait, et c'est une évidence, que les complications liées à la drépanocytose vont s'accumuler, augmenter avec la vieillesse, et que les épisodes infectieux vont être potentiellement plus sévères, que les complications cardiovasculaires vont être plus fréquentes. C'est un peu une lapalissade. Mais il se trouve que Santé publique France a effectué une étude qui date un peu maintenant, c'était en 2015, sur des données des certificats de décès de patients drépanocytaires. Elle a analysé les certificats de décès depuis la période 1979-86 jusqu'à la période 2003-2010. Et il apparaît de façon très claire que l'âge médian de décès a doublé. Il est passé de 18 ans sur la période 79-86, alors c'était il y a 40 ans certes, mais on est passé maintenant à un âge médian de décès de 36 ans. Et l'on voit bien sur la figure 3, alors c'est donc en grisé la population 2003-2010 versus par exemple la cohorte de patients nés de l'observation de 79 à 86, et l'on voit très clairement un déplacement de l'âge médian de décès des patients drépanocytaires, ce qui traduit une nette amélioration de leur prise en charge au fil de ces années. Les données de mortalité peuvent être aussi on peut avoir des données du coup aussi des cohortes, et certaines cohortes, notamment celle de l'HEGP, estimer le taux de décès annuel des patients drépanocytaires suivis dans les cohortes franciliennes à 0,29% par personne et suivi et par année. Alors concernant
le nombre de patients drépanocytaires vivant aujourd'hui en France avec la drépanocytose et éventuellement en Île-de-France. On peut questionner le registre de la Banque nationale des maladies rares, qui est donc, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est donc abondé par les files actives des centres régionaux et de centres nationaux de référence. Reste que cette base de données n'est pas totalement exhaustive. Elle comprenait, à la date de mai 2023, 15 721 patients avec un syndrome drépanocytaire majeur, dont 73% de forme SS. Malheureusement, je n'ai pas réussi à accéder à cette base de données, donc je vous parlerai plutôt de l'approche d'une autre approche, qui est le questionnement des données du système national des données de santé. Pour rappel, ce système national des données de santé, en fait, est une base qui comporte à la fois la base des ALD. Il se trouve que l'ALD 10 regroupe la drépanocytose, mais aussi certaines autres hémoglobinopathies. Donc il faut faire le tri au sein de cette ALD. Qu'on peut interroger les données de la Caisse nationale d'assurance maladie, et notamment les remboursements de traitements. Malheureusement, pour la drépanocytose, il y a peu de traitements spécifiques, notamment l'hydroxyurée peut être donnée dans d'autres maladies hématologiques ou la prophylaxie par pénicilline également. Enfin, on peut questionner les données de PMSI, qui sont les données de codage des hôpitaux de France. Je vais par la suite me focaliser sur deux études qui ont été menées par deux équipes cliniques franciliennes utilisant ces données du système national des données de santé. La première étude a été publiée en 2020 dans PLOS ONE par l'équipe du docteur Leleu et ses collègues. C'est donc une étude qui est basée sur l'extraction de la cohorte EGB. Alors, qu'est-ce que la cohorte EGB? La cohorte EGB est une cohorte de la Caisse nationale d'assurance maladie qui représente 70 000 personnes, soit 1/97e de l'ensemble des assurés de France. Et donc, il est possible de questionner cet échantillon et ensuite de l'extrapoler à la population française pour estimer le nombre de patients drépanocytaires. Au sein de cette cohorte, les patients drépanocytaires sont identifiés soit par des traitements spécifiques, par leur ALD ou par des données du PMSI. Et dans cette étude, deux groupes de patients en fonction de la vraisemblance de leur diagnostic ont été isolés, un groupe 1 et un groupe 2, le groupe 1 étant le groupe qui forme les patients les plus sévèrement atteints. Cette étude portait sur des données de 2016 et elle recense entre presque 20 000 patients, de 20 à 32 400 patients, ce qui est un écart, je vous l'accorde, très vaste, de patients drépanocytaires atteints d'un syndrome drépanocytaire majeur en France. Il se trouve que 46% de cette cohorte vivaient en Île-de-France, ce qui permet d'avoir une extrapolation du nombre de patients drépanocytaires vivant en France. En Île-de-France, pardon. Une étude encore plus précise a été menée cette fois-ci. Alors non, c'est toujours la même étude là mais qui étudie en fait les caractéristiques de cette cohorte. Bien évidemment, elle est marquée par un nombre incident de complications aiguës, qui sont les complications classiques de la drépanocytose, les CVO, les syndromes thoraciques, etc. Donc cette cohorte, sur cet échantillon, on retrouvait environ 1,5 crises vaso-occlusives par an, majoritairement entre 15 et 24 ans, avec un âge médian des décès de 36 ans, ce qui est plutôt raccord avec les données que je vous ai présentées pour Santé publique France. Une seconde étude a porté cette fois-ci sur l'ensemble de la cohorte de la Caisse nationale d'assurance maladie, tous les patients identifiés dans le système national d'information interrégime de l'assurance maladie. De la même façon, les patients étaient identifiés par les mêmes critères, l'ALD, les données du PMSI. On voit sur ce graphe le flowchart, c'est-à-dire la population de l'étude, avec une sélection de 37 000 patients initiaux, l'exclusion des patients qui ont juste un trait drépanocytaire, ce qui permet de travailler sur un travail sur 22 000 patients, dont sont exclus ceux qui n'étaient pas, ne bénéficient pas du régime général de l'assurance maladie, ce qui équivaut en fin de compte à une étude sur 20 000 patients, avec les plus sévèrement affectés et les moins sévèrement affectés.
La prévalence de cette étude évalue la prévalence en France à 15 000 patients en 2012 et à presque 22 000 en 2018, avec une augmentation, une amélioration du diagnostic anténatal. 45% des patients identifiés par cette étude avaient moins de 18 ans. Concernant les caractéristiques de cette population, une description démographique plus fine, notamment permet d'avoir un nombre de personnes par classe d'âge. On a donc la classe d'âge des 12-17 pour la France entière, qui est évaluée à environ 1800 patients, et des 18-24 à 2237. Ce qui nous permet, à la louche, d'extrapoler la population française de patients drépanocytaires de 14 à 25 ans à environ 3800 personnes. Là encore, cette étude permettait de dresser une morbidité des patients, de ces plus de 20 000 patients. Il se trouve, chose intéressante, qu'entre 21 et 28% de ces patients n'ont pas de réel suivi, qu'ils sont caractérisés par environ 3 hospitalisations par an et que la morbidité augmente avec l'âge. Et ce que je voulais surtout préciser, c'était ça, c'est que la classe d'âge des 18-24 ans, en fait, est une classe d'âge charnière avec, là aussi, des complications, notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies thromboemboliques pulmonaires, qui augmentent significativement par rapport à la classe d'âge précédente et qui est même manifestement supérieure, en tout cas pour ces 2 complications, à la classe d'âge qui succède après les 25-39 ans. Donc attention, 18-24 ans semble être une période où il y a une surincidence de certaines pathologies incidentes liées à la drépanocytose, probablement liées à des caractéristiques, notamment à des problèmes de suivi. En conclusion sur la drépanocytose, je vais être un peu plus long, effectivement, malheureusement, parce que la question est l'épidémiologie de la drépanocytose, du VIH et de l'hépatite B. C'est un peu difficile d'en parler en 20 minutes, vous m'excusez. Donc, l'estimation du nombre de patients entre 14 et 25 ans en Île-de-France peut être estimée à entre 3 500 et 4 000 en France, et en Île-de-France, environ 45 à 50% de ces patients. Et c'est un effectif en constante augmentation. Ce qu'on peut dire, c'est que l'espérance de vie est en amélioration, que les patients, une proportion importante de patients sont nés à l'étranger, mais ils ne sont pas forcément les plus graves, et que c'est une période charnière avec un risque de complications médicales plus importantes. Je passe sur cette diapositive, qui sont les recommandations. D'autres personnes en parleront bien mieux que moi, je crois, dans l'intervention tout à l'heure. Sur le VIH, je vais vite passer du coup sur la physiopathologie du VIH. Tout le monde sait ce qu'est le VIH, un virus ARN qui est responsable d'une immunodépression induite avec un certain nombre de complications de maladies opportunistes si la maladie n'est pas traitée. Ce qui est important de comprendre en introduction, c'est que les thérapies antirétrovirales ont largement révolutionné la prise en charge de cette maladie et que maintenant, on est dans une maladie chronique avec une morbidité et une mortalité assez faibles, à condition que l'observance soit assurée. Et il faut aussi comprendre que le traitement comme prévention de la transmission de l'infection à un partenaire sexuel ou que la prophylaxie pré-exposition, alors tout d'abord dans des populations ciblées comme les HSH, a largement diminué le nombre de nouvelles contaminations, comme je vais vous le montrer. Ainsi, les données de Santé publique France sur la déclaration obligatoire montrent une diminution très franche de l'incidence des nouveaux cas diagnostiqués et dépistés, même si l'exhaustivité de l'ADO n'est pas parfaite. En Île-de-France, on est à environ 1108 patients diagnostiqués en 2021. L'âge au diagnostic peut vous intéresser. En fait, là, il y a extrêmement peu d'enfants contaminés à la naissance. Désormais, en France, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant aboutit à moins de 10 naissances d'enfants infectés par le VIH en France. Et
Ces données sont issues de la déclaration obligatoire pour l'Île-de-France et montrent effectivement que le nombre de cas diagnostiqués est extrêmement faible avant 20 ans. Il est de moins de 1% pour la classe d'âge des 13-17 ans et d'environ 11% pour la classe d'âge des 18-24 ans. Si l'on interroge les bases d'écorévie, qui sont les files actives des services qui sont données qui sont traitées par l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, on s'aperçoit là aussi qu'il y a une diminution franche du nombre de patients entrants qui entrent dans la prise en charge, avec une diminution pour l'Île-de-France de 26% entre 2020 et 2021. Elle était déjà de 35% entre 2019 et 2020, sans qu'on pense que ce soit un artefact de surveillance. La moyenne d'âge de ces patients pris en charge est d'environ 36 ans. Elle évolue peu. Concernant la prévalence des cohortes, le nombre de patients suivis par le Corévi en Île-de-France, là aussi, les données varient peu. On a environ à 45 000 personnes suivies en 2021, mais avec un âge moyen de 52 ans et un intervalle interquartile entre 43 et 60 ans, ce qui traduit un vieillissement évident des cohortes de patients suivis par le VIH. Les données de la CNAM nous permettent, pour l'Île-de-France, d'avoir une idée du nombre de personnes qui vivent avec le VIH, 380 patients entre 15 et 19 ans et environ 1000 patients de 20 à 24 ans pour l'Île-de-France. Enfin, cette étude que je rapporte ici, sur laquelle je vais vite passer, en fait, est une étude qui permettait d'anticiper l'évolution de ces cohortes. Ce qu'on peut dire, c'est que les cohortes de patients suivis par le VIH, que ce soit en France ou en Île-de-France, sont amenées à grossir, et cette maladie va plutôt être caractérisée par un vieillissement des personnes sous traitement et présentant une infection chronique par le VIH. En conclusion sur le VIH, on a une quasi-disparition de la transmission de la mère à l'enfant. La majorité des patients suivis en France de moins de 14 ans sont nés à l'étranger. En revanche, il y a encore des infections à partir de l'âge de 16 ans, alors plutôt initialement chez les femmes, puis ensuite ça concerne les hommes et en particulier les HSH. Et donc il faut continuer à se focaliser sur ces nouvelles contaminations. Et donc l'évolution de cette classe d'âge va dépendre des mesures de prévention de la transmission du VIH en France, mais aussi à l'étranger, parce que j'en ai pas parlé, mais beaucoup de patients originaires de l'étranger viennent avec une infection par le VIH et sont diagnostiqués en France. Pour les spécificités de la prise en charge, là aussi, je pense que ce sera quelque chose qui va être abordé tout à l'heure. Hépatite B ? Hépatite B, très rapidement. L'hépatite B, je ne reviendrai pas donc là aussi trop sur la physiopathologie de l'hépatite B, qui est un virus à ADN qui se transmet par voie sexuelle et sanguine, qui entraîne une maladie du foie qui peut être soit aiguë, soit chronique, et qui est souvent asymptomatique. Là aussi, ce qu'il faut dire en préambule, c'est qu'il existe un traitement. Et un suivi qui est bien codifié. Le traitement est beaucoup moins lourd que les thérapies contre le VIH. C'est aussi un traitement antiviral et il nécessite une surveillance rapprochée. L'enjeu, c'est la surveillance rapprochée et le maintien dans la filière de suivi et de surveillance des complications. Par ailleurs, la vaccination a largement révolutionné l'incidence de l'hépatite B en France, en tout cas chez les personnes nées en France ou arrivées très récemment. On voit sur les données de Santé publique France, les données de l'ADO, que le nombre de cas d'hépatite aiguë ne cesse de diminuer, même s'il semble y avoir un petit rebond, avec des hépatites B aiguës qui concernent plus spécifiquement une population entre 30 et 50 ans, les adolescents et les jeunes adultes étant assez peu concernés, d'abord les femmes, transmission sexuelle, puis plutôt les hommes. Les données du Système national de données de santé permettent de savoir le nombre de patients qui sont suivis dans la base de données CNAM pour l'ALD6, qui est l'ALD
de l'hépatite B chronique. Et là, on peut remarquer donc une augmentation très significative au cours des années du nombre de personnes atteintes d'une hépatite B, ce qui traduit un maintien, en tout cas une espérance de vie et probablement un meilleur suivi thérapeutique, ce qui permet l'allongement de la vie et un grand nombre de complications aiguës liées à l'hépatite B. En conclusion, pour l'hépatite B, il y a une faible prévalence de l'hépatite B dans la classe d'âge 14-25 ans, plutôt des hommes. Il y a eu un effet positif de la vaccination, en tout cas pour les personnes qui sont nées en France ou scolarisées précocement. Il faut recentrer, en tout cas, se focaliser sur le dépistage des enfants et des jeunes adultes migrants qui sont nés dans un pays d'endémie, pour lequel il y a énormément de porteurs asymptomatiques. Et l'enjeu, il est bien là, le dépistage, et ensuite le maintien de ces patients dans une filière médicale de suivi où ils vont bénéficier d'un traitement si nécessaire, ou alors d'une surveillance des complications incidentes. En conclusion générale, les choses ne sont pas vraiment comparables pour le VIH, l'hépatite B, la drépanocytose. Le VIH pédiatrique en France a quasiment disparu, et je ne pense pas que ce soit un excès de le dire. Et on a une franche diminution des contaminations chez les adolescents et chez les jeunes adultes, et de la même façon pour les hépatites B, là plutôt du fait de la vaccination et du dépistage. Donc encore une fois, enjeu du dépistage pour le VIH et l'hépatite B et du maintien de ces patients dans une filière thérapeutique, sachant que le traitement et l'observance des traitements antiviraux pour le VIH ou pour l'hépatite B garantit la survie. Pour la drépanocytose, les choses sont probablement un peu différentes. Le dépistage semble être très efficace à la naissance et de qualité, mais les alternatives thérapeutiques, il y a moins d'alternatives thérapeutiques, il n'y a pas non plus de traitement miracle pour la drépanocytose. Donc la prise en charge a abouti à en fait une meilleure espérance de vie et donc l'augmentation de la cohorte des patients drépanocytaires. Il va y avoir toujours autant de patients en fonction des apports de la migration venant avec la drépanocytose et de plus en plus de patients qui vont naître avec la drépanocytose et qui seront donc à prendre en charge. Voilà ce que je pouvais dire encore une fois, sur ces trois maladies, rapidement, en un peu plus de 20 minutes, malheureusement, sur ces trois maladies. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Rémi Lefrançois. Et effectivement, vous avez été obligé d'aller très vite. Je vais vous inviter à regagner la salle. Juste une petite question, j'imagine. Comme vous êtes passé très vite, que vous avez envie dans la salle et derrière votre ordinateur d'avoir accès aux données, on pourra avoir votre support PowerPoint dans les jours qui viennent, mis à disposition, et dans quelques minutes, vous répondrez, comme Daniel Oppenheim, à nos questions.